Bonjour à tous. La question que je vais poser m'amènera à des considérations assez proches de celles d'Anne-Caroline. Elle est de savoir, c'est une question assez générale, vous allez le voir, avons-nous un devoir de venir à bout de nos incertitudes? Voilà. Une question très générale. Que je vais beaucoup illustrer en me référant à un domaine que nous connaissons plutôt bien à l'espace éthique, qui est le domaine de la médecine prédictive. Mais avant de parler des incertitudes, j'aimerais parler de nos certitudes finalement, parce que nous vivons avec des certitudes, nous vivons avec des convictions sur le monde, des convictions d'ordre épistémique, mais aussi des convictions d'ordre pratique. Autrement dit, des convictions sur la nature et le devenir des choses, mais aussi des convictions sur ce qu'il faut faire. Autrement dit, nous avons des réponses toutes faites aux questions « que va-t-il se passer ?» ou « que faire ?» C'est ce que Wittgenstein a très bien montré par ses aphorismes très amusant et brillant dans un livre qui s'appelle « De la certitude ». Wittgenstein dit « Mon image du monde, je ne l'ai pas acquise parce que je suis convaincu de sa justesse, elle est la toile de fond dont j'ai hérité et par laquelle je distingue le vrai du faux. » Donc, nos certitudes sont des croyances que nous n'avons pas acquises par l'expérience, mais qui font partie d'un système de croyances dont nous avons hérité et qui nous ont été, donc, ces croyances transmises comme des certitudes. Je sais, dit encore Wittgenstein, je sais égale cela m'est connu comme certain. Nous apprenons, par exemple, qu'un être humain a 5 doigts, que notre main ne va pas s'enfoncer dans la table quand nous la touchons, ou pour prendre un exemple de Wittgenstein, que les automobiles ne poussent pas dans la terre. Nous savons toutes ces choses, nous les savons comme certaines. On peut encore dire que ces certitudes, nous en avons besoin. Nous en avons un besoin vital pour fonctionner, pour faire les gestes les plus quotidiens, pour anticiper les effets de nos gestes, pour adapter notre comportement suivant les situations que nous rencontrons. Et dans le même texte, Wittgenstein décrit précisément l'état de celui qui n'a plus ces certitudes comme un état de démence. Un état de démence. On peut dire que les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées à des stades avancés se trouvent précisément dans cet état d'incertitude permanente, dans cet état d'ébranlement, dans cet état où toutes leurs certitudes ont été ébranlées, dissolution des repères spatiaux et temporels, perte des fonctions motrices, perte du langage. Ces maladies touchent en fait aux repères de la certitude, jusqu'à toucher la certitude d'être soi-même, jusqu'à toucher même, au-delà même de cette certitude d'être soi-même, au-delà de la conscience de soi, la certitude d'exister, autrement dit la conscience, ce qu'on appelle la conscience, ce que Descartes avait identifié comme tel. Donc, ces maladies donnent une idée de ce que peut être une vie sans certitude, une vie en somme vécue dans du sable mouvant, où nous ne pouvons pas vraiment fonctionner. Alors, à partir de ça, comment on peut penser les incertitudes à partir de cette première remarque sur les certitudes? Alors, les incertitudes, peuvent exister sous 2 modalités, comme certitude devenue incertitude, comme ex-certitude, si vous voulez, puisque, bien entendu, nous pouvons finir par douter au cours de nos vies des incertitudes, à l'échelle de l'individu, à l'échelle d'une société, à l'échelle de l'histoire humaine. Nous doutons continuellement de nos certitudes, même si nous ne pouvons pas douter de toutes les certitudes. Nous ne pouvons pas douter que nous mourrons un jour. En tout cas, en l'état actuel de nos capacités techniques, nous ne pouvons pas douter que nous mourrons un jour. Mais les incertitudes existent aussi comme irréductibles incertitudes, de même qu'il existe d'irréductibles certitudes, des choses dont nous ne pouvons pas douter. Il y a des choses dont nous ne pouvons pas ne pas douter, donc des
d'irréductible incertitude, ce qui peut nous faire dire que les certitudes que nous avons ne saturent pas notre horizon d'attente. Autrement dit, que toutes les certitudes dont j'ai parlé, le fait que ma main ne s'enfonce pas dans la table quand je la pose dessus, ces certitudes-là ne saturent pas notre horizon d'attente. Au contraire, ces certitudes ouvrent notre horizon d'attente. Nous savons que nous mourrons, et là je reprends aussi une idée qu'a dite Anne-Caroline, mais nous ne savons pas quand ni comment. Nous ne savons pas ce qui va se passer entre le présent et le moment de notre mort. Nous ne savons pas du tout ce qui va se passer. Et c'est une idée qu'a développée beaucoup Yankelevitch, distinguant le quid et le quod. Le quid étant l'événement, la matérialité brute de l'événement, le quod, la modalité de l'événement, la façon, la temporalité, l'effet. L'effet que l'événement a sur nous, le vécu de l'événement. Toutes ces choses-là nous sont évidemment totalement incertaines. Il reste donc une incertitude fondamentale sur le quod. Cette distinction de Yankelevitch fait d'ailleurs écho à ce que disent notamment les personnes porteuses d'une maladie sur laquelle nous avons aussi beaucoup travaillé à l'espace éthique, qui est la maladie de Huntington. Il y a eu un film récemment qui s'appelle, un documentaire, Absolute Beginners, à propos de la maladie de Huntington. Les personnes savent avec certitude, puisque le test est certain, le test génétique est certain, qu'elles vont développer la maladie, mais ne savent pas quand ni comment. Et c'est précisément, les témoignages vont tous dans ce sens, c'est intéressant à ce titre-là, c'est précisément les certitudes qui sont investies de projets. À l'inverse, l'annonce est apparue à certaines personnes comme une forme de rapt. Certaines annonces apparaissent comme une forme de rapt, une forme de vol, puisque tout se passait comme si on retirait cette espèce de créativité qui provient des incertitudes. Yankelevitch parle du condamné à mort. Le condamné à mort sait précisément comment, à quelle heure il va mourir. Il sait que sa mise à mort est sans appel. Et donc, il n'a plus véritablement de liberté. On le prive de sa liberté puisqu'il ne peut plus investir les incertitudes. Il n'a plus la possibilité de jouer avec le temps, de se réinventer. Voilà. Donc voilà des considérations préliminaires sur la certitude et l'incertitude. Nous avons des certitudes irréductibles, nous avons des incertitudes irréductibles. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir, d'essayer de faire un diagnostic sur notre époque. Sur notre époque et la façon dont cet équilibre entre certitude et incertitude, comment on appréhende aujourd'hui cet équilibre entre l'incertitude et l'incertitude. Et il y a au fond deux mouvements qu'on peut remarquer, qui sont propres, je pense, à notre époque contemporaine. Le premier, c'est un mouvement de doute. Un mouvement de doute, c'est-à-dire une conversion de nos certitudes en incertitudes. Le deuxième mouvement est le mouvement strictement inverse. C'est une tentative pour convertir nos incertitudes en certitudes. Et je pense que ces deux mouvements, aujourd'hui, existent. Ces deux mouvements contradictoires existent et s'entretiennent finalement l'un l'autre. Je vais parler du premier d'abord. Nous pourrions dire que nous faisons face, et c'est le propre de la modernité, à une incertitude radicale d'ordre épistémique sur la nature et le devenir des éléments constitutifs de notre existence, mais aussi d'ordre pratique sur ce que nous voulons pour nous-mêmes, aussi bien comme sujet individuel que comme sujet collectif et politique. Dans Morale et communication, Habermas définit précisément la modernité, Jürgen Habermas, comme l'époque bien marquée par Kant à la fin du XVIIIe siècle, en philosophie,
l'époque d'un renoncement à la rationalité substantielle issue des interprétations métaphysiques, religieuses et traditionnelles du monde, et d'une confiance dans ce qu'il nomme la rationalité procédurale. Pour le dire plus simplement, nous aurions renoncé à chercher le vrai, le bien ou le juste dans la substance même du monde, dans la réalité. Des jugements valides sont désormais, à partir de la modernité, des jugements qui satisfont des procédures de véridiction ou de justification que nous élaborons nous-mêmes. Il n'y a plus de vrai en soi, il n'y a plus de bien en soi. Il ne peut y avoir de vérité qu'au regard de ce que nous définissons comme pouvant être vrai. Il ne peut y avoir de bien qu'au regard de ce que nous considérons comme pouvant être bien, c'est-à-dire satisfaisant des procédures. Alors chez Kant, la procédure, c'est l'impératif catégorique, autrement dit la clause d'universalité des maximes. La modernité, en ce sens, et en ce sens précis, peut être décrite comme une période d'incertitude radicale, puisque disparaît la croyance en un fondement ultime des jugements, fondement ultime qui ne soit pas toujours discutable et provisoire, et qui soit provisoire, pardon. Cette incertitude-là, elle touche bien sûr aussi le politique, ou plus radicalement encore, si on en croit le spécialiste de sciences politiques Claude Lefort, c'est l'entrée dans un nouvel âge politique, l'âge démocratique, qui provoque ce qu'il nomme la dissolution des repères de la certitude. La dissolution des repères de la certitude. La vie en démocratie est précisément l'expérience d'une absence de fondement ultime du pouvoir. À l'âge démocratique, dit Claude Lefort, le pouvoir perd toute incarnation. Le lieu du pouvoir devient vide et la société craquelle, se morcelle sous l'effet de l'éclatement des légitimités. Or, cette indétermination radicale quant au fondement du pouvoir se communique aussi à la loi et au savoir. Plus de fondement de la loi, plus de fondement du savoir, puisqu'aucune autorité ne peut garantir la validité des connaissances. Tout devient soumis à discussion. Je cite une belle citation de Claude Lefort. « L'essentiel à mes yeux est que la démocratie s'institue et se maintient dans la dissolution des repères de la certitude. » Donc c'est dans les essais politiques. Elle inaugure une histoire dans laquelle les hommes font l'épreuve d'une indétermination dernière quant au fondement du pouvoir, de la loi et du savoir, et au fondement de la relation de l'un avec l'autre sur tous les registres de la vie sociale. C'est ce qui m'incite à juger que se déploie dans la pratique sociale, à l'insu des acteurs, une interrogation dont nul ne saurait détenir la réponse et à laquelle le travail de l'idéologie, voué toujours à restituer de la certitude, ne parvient pas à mettre un terme. Un peu plus loin, Claude Lefort voit en miroir de cette propriété des sociétés démocratiques, donc la dissolution des repères de la certitude, la propriété des sociétés totalitaires, qui émergent donc à l'époque démocratique. La quête de certitude, le fantasme d'un peuple un, d'une identité substantielle, d'un corps social soudé à sa tête, d'un pouvoir incarnateur, d'un État délivré de la division. Voilà le fantasme de la société totalitaire, qui est en fait tout entier créé par l'appel d'air du vide de la démocratie. Mais l'incertitude de notre époque touche aussi une autre dimension. À l'époque contemporaine, le doute ne touche pas seulement les connaissances sur l'être, il ne touche pas seulement le fondement politique ou le fondement moral du bien et du mal. Ce qui caractérise l'époque contemporaine, c'est peut-être plus radicalement encore l'incertitude quant au futur et plus précisément quant à la continuation de la vie humaine. Aussi bien la planète que l'humanité, telle que nous la connaissons, nous apparaissent désormais comme vulnérables, modifiables, voire destructibles par l'ensemble des techniques dont nous disposons et par les usages que nous serions susceptibles d'en faire. Donc voilà pour le mouvement du doute qui caractérise l'époque moderne et l'époque contemporaine du XXe siècle et du XXIe siècle.
Parallèlement à ce mouvement donc de dissolution des repères de la certitude, notre époque se caractérise évidemment, et Anne-Caroline l'a bien montré, par une volonté, une entreprise de maîtriser ces incertitudes, qu'elles soient d'ailleurs d'ordre épistémique ou qu'elles soient d'ordre pratique. 3 mutations d'ailleurs témoignent de cette volonté et de cette entreprise de maîtrise. Une évolution épistémologique dans tous les champs, aussi bien la santé, le climat, l'éducation. C'est le triomphe d'une rationalité prédictive, marquée par l'omniprésence du calcul probabiliste. On sait dans le champ de la santé notamment quelle importance a pris cette mise en probabilité du possible, qui a pour effet de quadriller le champ des possibles selon des calculs de probabilité. Le risque, la mise en risque de l'incertitude peut être considérée comme une façon de la domestiquer, cette incertitude, de la dompter, de lui ôter sa radicalité, finalement. La deuxième évolution dont je voudrais parler, elle est d'ordre technique, c'est l'automatisation des activités humaines qui accompagne et nourrit la montée en puissance de cette rationalité prédictive. Et cette mutation est bien sûr à l'œuvre dans le champ de la médecine. L'automatisation par ces dispositifs que sont les algorithmes affine nos capacités calculatoires et par conséquent fournit des réponses aux questionnements d'ordre pratique, aux questionnements source d'une incertitude qu'on peut considérer comme irréductible pourtant. Que faire dans telle ou telle situation ? Dernière mutation d'ordre organisationnel, la procéduralisation des activités humaines, la soumission de l'ensemble des activités à une évaluation de leurs impacts, qui implique, là encore, la rationalité aussi prédictive. Donc ces 3 mutations, en fait, se tiennent et décrivent ensemble cette entreprise d'aujourd'hui d'une domestication, d'une maîtrise de l'incertitude. Donc, voilà le diagnostic qu'on peut faire dans un monde où il y a une production continuelle d'incertains. Il y a dans le même temps et parallèlement une entreprise de maîtrise de l'incertitude qui, pourtant, n'en vient pas à bout. Alors, voilà pour le diagnostic. La question éthique maintenant qu'on peut poser, et qui était la question que j'ai posée au tout début, que devons-nous faire finalement de nos incertitudes ? Devons-nous faire en sorte, mettre en œuvre les moyens, ou continuer de mettre en œuvre les moyens pour éradiquer les incertitudes ? Et pour répondre à cette question, il faudrait en fait pouvoir répondre à une autre question qui est peut-être plus importante. Pouvons-nous véritablement éliminer l'incertitude ? Puisque, assez logiquement, nous ne devons faire que ce que nous pouvons faire. Il est absurde de s'imposer un devoir, sauf à être masochiste, impossible à réaliser. Et donc la question se pose de savoir si nous pouvons vraiment éliminer les incertitudes. Autrement dit, pouvons-nous parvenir à un monde où nous augmentions à ce point nos connaissances, nos capacités techniques et notre sagesse morale, que nous puissions nous débarrasser des incertitudes d'ordre à la fois épistémique et pratique ? Ou à l'inverse, est-ce qu'il restera toujours, malgré nos efforts pour les maîtriser, des incertitudes irréductibles, c'est-à-dire des incertitudes qui échappent à nos efforts ? Et au fond, cette question, elle revient à se poser la question de la source de l'incertitude. D'où vient véritablement l'incertitude ? Et là, il y a 2 réponses, à mon avis, qui se portent candidates. La première étant la réponse qu'on pourrait appeler l'incertitude épistémique. C'est l'idée que l'incertitude provient de l'incompétence provisoire de la science.
l'incertitude serait d'origine épistémique. Leibniz écrivait « Jamais rien n'arrive, c'est son principe de raison suffisante, jamais rien n'arrive sans qu'il y ait une cause ou du moins une raison déterminante, c'est-à-dire quelque chose qui puisse servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant plutôt que non existant et pourquoi cela est ainsi plutôt que de toute autre façon. » Il disait ainsi qu'un entendement divin avait connaissance de la succession des événements dans l'univers et que si l'homme n'y avait pas accès, c'était seulement du fait de son incompétence. À supposer que l'hypothèse de Leibniz soit vraie, nous pourrions considérer l'incertitude comme un stade provisoire, un stade imparfait du développement des connaissances, une sorte de passage obligé entre l'ignorance radicale et la certitude, un moment d'errance avant l'atteinte possible du savoir certain. Le futur serait alors tout entier contenu dans le présent. Le futur serait tout entier contenu dans le présent et nous pourrions le lire à condition que nous devenions un jour suffisamment savants pour le révéler et le déployer comme un fil qui serait contenu. Deuxième réponse possible, l'incertitude ontologique, qui donc s'oppose à l'incertitude épistémique. L'idée est de dire qu'il restera toujours, dans la réalité, une incertitude irréductible. Et là, il y a une phrase de Keynes, de l'économiste Keynes, qui résume très bien cette deuxième réponse. Ce qui arrive en fin de compte, ce n'est pas l'inévitable, c'est l'imprévisible. Ce qui arrive en fin de compte, ce n'est pas l'inévitable, c'est l'imprévisible. On ne peut pas exclure qu'il est possible qu'on ne saura jamais, car une part d'incertitude pourrait provenir de la contingence du réel lui-même. Alors, entre ces deux réponses, il faut choisir. Pour moi, il s'agit là d'un questionnement éthique. Puisqu'au fond, il y a une incertitude sur la question de savoir si nous pourrons ou non venir à bout de ces incertitudes. Une incertitude au carré, si vous voulez. Une incertitude sur les incertitudes. Et donc il faut choisir. On est exactement dans la situation d'un pari du coup éthique, tel que Pascal le décrit. Il faut choisir. Pascal dit, vous êtes embarqués, il faut choisir. Vous ne pouvez pas ne pas choisir, parce que ne pas choisir, c'est toujours choisir. Et donc, face à l'incertitude, vous devez soit parier que nous viendrons à bout des incertitudes, ou parier qu'il y aura toujours une irréductible incertitude. Alors, je vais essayer, pour ma part, de défendre le parti de l'incertitude ontologique. Et qui rejoint en réalité le pari d'Anne Caroline, finalement. Et je vais le faire en m'appuyant sur un domaine bien particulier, qui est le domaine de la médecine prédictive. Pourquoi c'est intéressant de parler de médecine prédictive, au-delà du fait que c'est un domaine qu'on connaît bien ici, et que donc c'est beaucoup plus facile pour moi d'en parler que de parler de toute autre chose, c'est que le terme même de médecine prédictive témoigne déjà d'un pari, qui est le pari de l'incertitude épistémique, puisque la médecine qui se dit prédictive est une médecine qui pense pouvoir prédire. Alors, dans le cadre de la médecine prédictive, l'incertitude est inhérente au savoir génétique. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas malgré ces savoirs. Et on peut énumérer d'ailleurs 3 types d'incertitudes. L'incertitude peut concerner les résultats du test génétique lui-même, qui ne permet pas toujours un diagnostic. L'incertitude peut concerner le futur, le pronostic. Et l'incertitude concerne de toute façon le futur quant à la temporalité, au vécu des maladies, à la façon dont ces maladies affectent les liens sociaux et la personne confrontée à la maladie. Donc,
pourquoi, de ce point de vue-là, le pari de l'incertitude épistémique ne paraît pas satisfaisant? C'est ce que je vais essayer de montrer assez rapidement, parce qu'en fait, le temps passe beaucoup plus vite que je ne pensais. Nos incertitudes présentes donc se résorberont, sont vouées à disparaître parce qu'elles proviennent de l'incompétence provisoire de la science. Telle est donc la thèse de cette incertitude épistémique. L'état d'incertitude d'aujourd'hui laissera place à un état de savoir demain. Peu importe d'ailleurs qui pourrait dire cela, que ce soit le chercheur en génétique, le médecin généraliste, le patient. Peu importe aussi ce que la temporalité dans laquelle nous nous situons. L'important est qu'ici on juge à portée de l'humain de savoir, et qu'on considère l'état d'incertitude comme un état incomplet du savoir, un état intermédiaire entre l'ignorance totale et le savoir complet, un passage obligé dont il nous faudra vite sortir. Ce pari fonctionne aussi à l'échelle d'une vie humaine, bien entendu, et pas seulement à l'échelle de l'histoire. Elle implique l'idée qu'une personne, lorsqu'elle apprend qu'elle est porteuse d'un ou de plusieurs gènes de prédisposition à une maladie, passe par l'information de l'ignorance à un savoir plus ou moins complet sur elle-même et son avenir. Autrement dit, le savoir génétique nous en dirait plus sur nous-mêmes, il viendrait compléter des savoirs antérieurs. Ma vie actuelle serait ma vie telle que je me la représentais, plus ce savoir génétique qui vient compléter les savoirs que j'avais sur moi-même. Alors, il me semble que dans le domaine de la médecine prédictive, il y a deux positionnements qui sont en fait contraires et qui partagent et qui défendent au fond, sans le savoir, ce pari de l'incertitude épistémique. C'est ce que j'appellerais la rhétorique de l'insouciance et la rhétorique de l'empowerment. La rhétorique de l'insouciance dit « prenez garde à ces savoirs génétiques qui compromettent l'existence en la déterminant par avance ». Ou plutôt une rhétorique qui plaide pour le non-savoir, pour l'ignorance, si je veux résumer. L'autre dit, rhétorique de l'empowerment, il faut connaître ses prédispositions génétiques pour maîtriser son existence. Dans les deux cas, le présupposé est le même, le savoir génétique implique un ajout de connaissances. Il s'agit toujours d'une vision cumulative du savoir, comme si nous pouvions passer d'une quasi-ignorance à une quasi-certitude. Je passe un peu là-dessus. Toutes deux, finalement, ces deux rhétoriques, tentent à mystifier le savoir génétique en lui prêtant le pouvoir d'augmenter la connaissance qu'un individu a de lui-même par une réduction des incertitudes. Et toutes deux partagent aussi un présupposé négatif commun, l'incertitude comme passage entre l'ignorance et le savoir. La rhétorique de l'insouciance dit surtout il ne faut pas savoir, puisque cela crée une angoisse, une insatisfaction permanente, il vaut mieux rester dans l'ignorance, un peu comme le sauvage chez Rousseau, hein, qui vit dans l'instant présent et qui est parfaitement heureux dans l'instant présent, avant que la civilisation ne lui instille l'angoisse du futur. Et la rhétorique de l'empowerment répond au sens inverse, vivre dans l'incertitude, ce n'est pas bon, il faut vivre dans l'incertitude, mais seulement parce que c'est la marche vers le savoir. Voilà. Autrement dit, les deux rhétoriques n'aiment pas l'incertitude, pour le dire simplement, et les deux rhétoriques visent un monde idéal dans lequel l'incertitude n'existe pas. La première vise le monde de l'ignorance, la seconde vise le monde de la certitude. Alors, à l'opposé, le pari de l'incertitude ontologique, donc, si on reprend la phrase de Keynes, ce qui arrive, c'est toujours l'imprévisible, ce n'est pas l'inévitable, c'est toujours l'imprévisible, signifie que nous devons toujours penser l'événement comme imprévisible plutôt que comme inévitable. Ce pari suppose de reconnaître l'attente non plus comme un passage entre le présent et l'événement prédit dans le futur, mais comme un espace de créativité de soi-même.
Chez Yankelevitch, précisément, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est cet écart entre le quid, le fait de la mort, et le quod, les modalités de sa mort et son vécu, qui conditionne la liberté. C'est cet écart qui conditionne la liberté. Autrement dit, ce qui conditionne la liberté, c'est la possibilité d'une attente, mais d'une attente qui n'est pas vue comme un passage ou une transition, mais qui est vue en réalité comme l'épaisseur de la vie même, ce dans quoi l'on vit. Et on voit alors comment ce pari de l'incertitude ontologique diffère du premier. Le premier voyait dans l'incertitude une lacune, et dans le cas des savoirs génétiques, cette lacune est une lacune identitaire. Tout se passe comme si les connaissances dont je ne dispose pas détenaient, si je me place à l'échelle du sujet, donc les connaissances dont je ne dispose pas détenaient les clés de mon identité. Clés auxquelles je ne dois pas accéder selon la rhétorique de l'insouciance, clés auxquelles je dois accéder selon la rhétorique de l'empowerment, mais dans les deux cas, il y a cette idée qu'il existe quelque part des connaissances où se trouvent des connaissances sur moi-même, finalement. Le second pari voit l'incertitude non plus comme un passage obligé, mais comme la condition d'une invention de soi-même. Alors, il y a plusieurs, je vais finir là-dessus, plusieurs idées qui sont liées à ce dernier pari. D'abord, le processus de savoir n'est plus conçu comme linéaire et cumulatif, mais comme non linéaire. Nous progressons dans la connaissance de nous-mêmes, mais ce progrès n'épuise jamais ce que nous sommes. Paradoxalement même, tout progrès dans la connaissance de soi résulte en une plus grande perplexité sur soi, en un élargissement des incertitudes. Le savoir n'est pas de l'ordre d'un liquide que l'on pourrait stocker, emmagasiner. La connaissance de ses prédispositions n'est pas un complément, une addition à son identité narrative, à une identité narrative. La connaissance de ses prédispositions conduit à réinterpréter certains faits, réévaluer ses propres valeurs, redessiner ses projets de vie. Et c'est particulièrement évident dans le cas des maladies neurologiques, neuroévolutives, où ces savoirs comportent une dimension d'irréversibilité. Eh bien, même avec cette dimension d'irréversibilité, ces savoirs conduisent toujours le sujet à se recomposer en réécrivant son histoire personnelle, etc. Même dans le cas de la maladie de Huntington dont j'ai parlé tout à l'heure, il existe un grand nombre d'incertitudes. Le moment du développement de la maladie, l'incertitude sur les formes de la maladie, les réactions de l'environnement, etc. De ce premier point s'en déduit un second, le processus du savoir, donc, qui est non linéaire et non cumulatif, n'est pas un processus individuel qui pourrait s'opérer par la connaissance d'un diagnostic, par exemple, mais un processus collectif. Ce que je peux savoir sur moi, je le sais toujours à travers mon appartenance à un groupe, à une communauté d'êtres qui partagent avec moi des expériences. Bon, je vais finir là-dessus, parce que je parle trop, et conclure en 2 points. Le premier, c'est que nous avons besoin pour vivre d'être ni des démons, dont j'ai parlé au début, autrement dit des êtres plongés dans du sable mouvant en permanence, ni des condamnés à mort, donc ni l'un ni l'autre, ni des êtres incertains de tout, ni des êtres certains, absolument certains des événements qu'ils vont vivre, mais nous avons besoin à la fois de certitude et d'incertitude, et ça fait écho à ce que disait tout à l'heure Anne-Caroline sur les repères de la certitude dans l'incertain, puisque dans les deux cas, aussi bien dans le cas du dément que du condamné à mort, dans les deux cas, l'être humain se voit entièrement privé de sa capacité à se projeter. Quand nous vivons dans l'incertitude totale ou quand nous vivons dans la certitude extrême, dans les deux cas, nous sommes privés de futur. Nous sommes assignés au présent. Nous n'avons plus de futur, nous n'avons plus de liberté.
Deuxième conclusion, il y a évidemment une tentation aujourd'hui de fuir l'incertitude, que ce soit dans l'ignorance ou dans la certitude. Outre que cette tentative est sûrement vouée à l'échec, elle condamne toujours à vivre dans l'expectative, dans l'attente d'un futur meilleur, alors même que, si l'on suit Yankelevitch, comme je l'ai dit, l'attente doit être cet espace de créativité de soi-même. Voilà. Voilà, je vous remercie.